Un jour, un élève rentre chez lui comme d'habitude, mais cette fois-ci, il a quelque chose de particulier avec lui, une lettre que le maître lui a remise pour sa mère. Il amène sa lettre à la maison, il la remet à sa mère. Sa mère la lit et tout d'un coup, elle se met à pleurer. Elle pleure. L'enfant regarde sa mère se précipite pour lui dire, ton enseignant vient de me dire que tu es tellement intelligent qu'il n'est pas capable de te former. C'est désormais moi qui vais prendre cette charge-là. Je vais te former moi-même ici à la maison. Bien sûr, nous parlons de Thomas Edison, qui, quelque temps après, a fait au monde des cadeaux d'une valeur inestimable, des inventions, une centaine d'inventions, dont le plus connu sont la première centrale électrique, la lampe à incandescence, l'ancêtre de l'actuelle caméra et plusieurs autres choses de grande valeur. Aujourd'hui, nous allons balancer la connaissance scolaire avec la vie pratique. Nous allons essayer de voir sa valeur exacte, la valeur exacte de la connaissance scolaire par rapport à son importance dans la vie pratique. Si toi, tu étais cet enseignant qui avait déclaré Thomas Edison comme étant inapte aux études primaires, si tu venais à les rencontrer lorsqu'il était devenu le grand Thomas Edison, l'inventeur de tous les temps, si tu avais la grâce de les rencontrer plus tard, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Est-ce que cet enseignant qui avait déclaré Thomas Edison comme étant inapte aux études primaires, avait-il rendu service à l'humanité? À ton avis, quel a été l'apport, la contribution de la mère de Thomas Edison? La dernière question. Si actuellement on octroie le titre d'ingénieur, même ingénieur à thèse si vous voulez, à une personne qui a fait 7 années d'université, 9 ans, 10 ans d'université, et qui finit dans une usine en train de fabriquer des lampes, des ampoules à vendre, juste ça. Si à une personne pareille, on octroie le titre de docteur ingénieur, ingénieur à thèse, à Thomas Edison, quel titre universitaire doit-on lui accorder? Puisque ce métier lui doit tout jusqu'à son métier. Qu'est-ce qu'on doit lui octroyer? C'est ainsi que moi, je me suis mis à essayer un peu d'analyser la connaissance scolaire par rapport à la vie pratique. J'ai observé dans mon milieu d'abord qu'il y avait 20 familles très influentes dans ma ville, la ville de Bukavu. En venant bien étudier, je me suis rendu compte que toutes ces familles avaient une source d'argent, leur père, le père de la famille, et que tous ces hommes-là, 21 au total, étaient illettrés, analphabètes, incapables de reconnaître leur propre nom sur un bout de papier. Pendant que tout le monde courait vers les universités, eux sont allés où? Creuser de l'or, des creuseurs de minerais. Et ils ont fait fortune. Ils ont accumulé de villas, ils ont accumulé de limousines, ils ont accumulé des, une fortune colossale. Et puis, ils ont pris à main l'import-export entre leurs mains. Mais ce qui m'a le plus tiqué, c'est que dans leur supermarché, dans leurs magasins, dans leur maison d'habillement, ils ont embauché qui? Des universitaires, comptables, caissiers, avocats, vendeurs, chauffeurs, même pour la manutention quelquefois. C'est là que je me suis posé la question simple. On nous dit que l'intelligence est la faculté qui nous permet de nous adapter aux situations nouvelles. Qui se sont adaptés le mieux dans cette situation où le gouvernement est démissionnaire? Les intellectuels ou les analphabètes? Bien sûr, on peut dire que les intellectuels ne s'intéressent pas trop à l'argent. Ils font leur travail. Ce n'est pas un problème. Mais comment se fait-il alors que ces derniers se fassent embaucher par des analphabètes?
Ça, c'est un. De deux, les dépositaires de la connaissance, les dépositaires de la science, comment ils se retrouvent en train de passer par les écoliers, par les élèves, par les étudiants pour avoir des cigarettes, de la bière, les transports. La question la plus grande qui m'est venue est si réellement la connaissance est un pouvoir, comment se fait-il que les enseignants n'aient aucun pouvoir sur leur propre vie? Comment se fait-il qu'ils ne parviennent pas à transformer, à changer, à améliorer leur propre vie avec leur pouvoir? La question suivante qui m'est venue, si réellement l'école est faite pour créer l'élite, pour préparer l'élite, comment se fait-il que les premiers à l'école ne sont pas les premiers dans la vie? À ces questions, j'ai ajouté autre chose. J'ai regardé la société déglinguée, la société désarticulée, la société désorganisée. Comment se fait-il que les intellectuels, les clairvoyants, ne soient pas en mesure de proposer un nouveau modèle de société? Le pouvoir se retrouve entre les mains des personnes les moins gradées qu'eux. Mais où sont-ils, ces intellectuels? Je me suis dit peut-être qu'eux ne s'intéressent pas à la science, à la politique. Mais je me suis rendu compte par contre que les professeurs à thèse, les docteurs à thèse sont prêts à se compromettre scientifiquement juste pour être nommés ministres. Ils sont prêts à défendre l'indéfendable pour être admis comme conseiller de gouverneur, conseiller de politiciens au pouvoir. Je me suis dit, c'est pas possible. Et puis je me suis demandé autre chose. Chaque année, il y a des milliers et des milliers de travaux de fin de cycle, de mémoires de licence, de mémoires de master, de thèses dans le domaine du droit. Mais où est le droit dans ce pays? En économie, mais l'économie est mal à l'aise. Dans tous les domaines, relations internationales, les droits, l'économie, les finances, l'éducation, partout des thèses, des mémoires. Ces travaux servent à quoi s'ils ne peuvent même pas apporter une contribution pour l'amélioration de la vie sociale, de la vie de tous les jours? Ce qui m'a beaucoup perturbé une fois de plus. Je suis allé un peu plus profond. Je dis non, on dit que le pouvoir se manifeste de trois manières. D'un côté, on a les personnes les plus haut placées, les politiciens, les gestionnaires, les décideurs. De l'autre côté, on a les personnes les plus fortunées, les plus riches. C'est le deuxième angle du pouvoir. Et le dernier angle, ce sont les personnes les plus instruites. Et c'est ça les pouvoirs. Plus instruits, plus forts, plus riches et plus haut placés. Je me suis dit finalement, qui sont qui ont le plus grand pouvoir finalement? Est-ce que les personnes les plus haut placées ont le pouvoir sur les personnes les plus riches? Je me suis rendu compte que ce sont les personnes les plus riches qui financent les élections des personnes les plus haut placées. Et en retour, ils viennent faire quoi? Ils viennent voter des lois qui avantagent les personnes les plus riches. Ce qui veut dire que les personnes les plus riches ont un impact, ont une mainmise sur les personnes les plus haut placées. Maintenant, entre les personnes les plus riches et les personnes les plus instruites, qui ont le pouvoir sur les autres, je me suis rendu compte que les personnes les plus instruites sont embauchées, sont utilisées par les personnes les plus riches. Mais entre les personnes les plus instruites et les personnes les plus haut placées, les personnes les plus haut placées embauchent eux aussi les personnes les plus instruites. Ce que la hiérarchie est établie. Au niveau du haut, les hauts des sommets, ce sont les personnes les plus riches. En deuxième lieu, les personnes les plus haut placées. Et en troisième lieu, les personnes les plus instruites, les plus grands diplômés qui soient. Et là, une révélation m'est venue. L'école doit avoir un problème sérieux. L'école, elle est très, très, très importante, mais elle est sous l'influence, sous l'effet
d'une ficelle qui ne permet pas à ceux qui passent par l'école d'être le plus clairvoyants. C'est ça qu'il faut réparer dans la société. C'est ça qu'il faudrait faire aujourd'hui. Ne t'en fais pas. Si tu as à un certain moment lâché l'école et que les gens ont dit des choses sur toi, ne t'en fais pas. Je vais t'apporter une solution. Si tu as arrêté à un certain niveau et que les gens ont dit toutes les choses sur toi, ne t'en fais pas, tu auras une solution. Car je vais te montrer les faiblesses de l'école en détail maintenant. Et puis je vais te donner ce que tu peux utiliser comme remède pour aller de l'avant. Et cela te permettra de t'adapter. Et cela te permettra d'être équilibré. Et cela te permettra de trouver ta place de la manière la plus extraordinaire qui soit. Il te suffit de savoir lire déjà, de savoir écrire et de pouvoir calculer. Tu veux avoir le secret d'une vie réussie. Tu veux avoir le secret de ce que tu dois faire, de comment tu dois être pour t'adapter à la vie pratique. Alors, like la vidéo. Abonne-toi, car la vidéo suivante te donne les recettes qu'il faut pour que tu puisses t'adapter à la vie pratique. Et surtout, prends bien soin de toi.